Bonjour à tous et bienvenue dans Le Burger du Mois, l'émission de référence pour tous les amateurs de pop culture sur MCM. On vous l'avait promis la dernière fois, dans l'épisode 3, qui est d'ailleurs visible en intégralité sur YouTube, au programme de ce Burger du Mois de Qu'est-ce qui t'arrive, t'arrêtes? Mais on avait dit que c'était spécial Marilyn Manson ce mois-ci. Non, on a dit ça dans l'épisode 2, d'ailleurs visible également en intégralité sur YouTube. Mais là, c'est une spéciale Star Wars, à l'occasion de la sortie de Rogue One. Mais tu m'as même pas prévenu. Bah non, je t'ai pas prévenu. C'est pas cool. Autant pour moi. Au sommaire du Burger du Mois, ce mois-ci. Le Steak, notre gros dossier, s'intéressera aux réalisateurs aux commandes de la nouvelle trilogie. Simple Yasmen, Vrais Artisans ou les deux? La salade, la pause nostalgie, reviendra sur la douce époque des jeux Star Wars sur Super Nintendo dans les années 90. Les Pickles enfin s'attarderont sur l'étrange relation amour-haine entre George Lucas et ses fans. Et en plus, je crois qu'ils arrivent toujours pas à s'entendre. Non mais George Lucas déjà il s'entend pas avec lui-même je pense. C'est rigolo. Non, c'est relou, ça fait rire personne, Nico. Bon, un burger de qualité se doit de ne vous proposer que le top du top. Notre burger est donc garanti sans conservateur. Rock'n'roll. Juste avant de vous parler de Star Wars, une promesse, on ne vous parlera pas dans cette émission du retour de The XX. Leur nouvel album ICU arrive dans 2 semaines, c'est l'une des sorties les plus attendues de la rentrée, sauf par nous. La production est affreusement datée, les mélodies sont poussives et on a la douloureuse impression que le groupe peine à se renouveler et reste toujours aussi chiant. Allez, vas-y, coupe, c'est horrible. On ne vous parlera pas non plus des nouvelles figurines Tortue Ninja mises en pré-vente par 3-0. Non seulement parce qu'elles sont moches, et que même si elles ont été designées par Kevin Eastman, l'un des créateurs originaux des TMNT, eh ben elles sont moches, elles sont chères, et elles feraient passer Margaret Thatcher pour un modèle de souplesse. Vous l'aurez compris, la sortie de Rogue One, le nouveau Star Wars, nous rend un petit peu comme des dingues. Les principaux ingrédients de notre burger ce mois-ci seront donc consacrés à la saga Star Wars. Oui, mais alors attends, Marilyn Manson, on le fait le mois prochain quand même, ou pas? Colin Trevorrow, Ryan Moi, j'aimerais Johnson, bien. Gareth Edwards, ils sont les réalisateurs attitrés de Star Wars 9, 8 et Star Wars Rogue One. Et pourtant, ils n'ont à leur actif qu'un seul, voire éventuellement 2 films. Et sur le papier, pas forcément les épaules pour s'attaquer à la légende Star Wars. Bah ouais, un petit film indé, puis directement les clés d'un blockbuster, Hollywood ne perd pas de temps et enrôle pour ses franchises des faiseurs méconnus, plein de potentiel, mais à l'expérience encore relativement limitée, on peut le dire. On peut donc se poser la question, ont-ils les coups des franches ou sont-ils simplement d'aimables faiseurs sous le contrôle très strict des studios? Les nouveaux Yes Men d'Hollywood ont-ils leur mot à dire? C'est la question qu'on se pose dans notre steak du mois. C'est notre gros dossier. J'appuie sur Start. Vas-y. Gareth Edwards est le réalisateur de Monsters, un petit film de monstres fauchés et surtout son premier long, sorti en 2010. Quatre ans plus tard, en 2014, Gareth Edwards est aux commandes de Godzilla, un blockbuster monstre, 160 millions de dollars de budget accordé par les studios et une immense attente de la part des fans. Et en 2016, Gareth Edwards est carrément le réalisateur du premier spin-off de la saga Star Wars, Rogue One. Là encore, gros budget, grosse attente, bref, gros film. Pour Colin Trevorrow, c'est exactement le même parcours, un petit film indé en 2012, puis direct derrière les clés d'un reboot de la saga Jurassic Park, et en 2019, l'épisode 9 de la nouvelle trilogie Star Wars.
Ajoutons à cela Rian Johnson, réalisateur de l'épisode 8 et précédemment du sympathique Brick en 2008 et du très bon Looper en 2010, ou encore Josh Trank, le mec derrière Chronicle et qui, avant de se brûler les ailes avec son reboot des 4 Fantastiques, devait également être en charge d'un nouveau Star Wars. Vous l'aurez compris, la franchise Star Wars nouvellement relancée sait se mettre dans la poche des réalisateurs pas encore stars mais déjà compétents. Des mecs qui savent tenir une caméra et rester à leur place, des yes men. C'est donc quelqu'un qui aurait tendance à dire oui tout le temps. Oui aux producteurs, oui aux chefs de studio, oui aux exécutifs. Yes man, c'est un terme péjoratif pour parler de quelqu'un qui, en général, va livrer un produit sans risque et parfois sans saveur. L'un des exemples de Yes Man les plus frappants s'appelle Brett Ratner. Il est le réalisateur de Dragon Rouge, Rush Hour, Hercule ou encore X-Men 3, des longs métrages rarement plébiscités par la critique et parfois des bides au box-office. Mais Brett n'est pas seul. Renny Harlin, le réalisateur de Driven et L'Exorciste au commencement, ou encore John Moore, le mec derrière Die Hard 5, sont également des pions dans un échiquier bien trop grand pour eux. Moore, Harlin et Ratner ne sont aux commandes d'aucun Star Wars. Pour relancer la franchise, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm depuis la mise à la retraite de George Lucas suite au rachat par Disney de sa boîte pour, rappelons-le, pas moins de 4 milliards de dollars, a opté pour un mec bien connu de nos services, J.J. Abrams, pas un nouveau venu, ni un petit jeune donc. J.J. Abrams, c'est un scénariste, un réalisateur et un producteur qui a commencé dans la télé. Les franchises comme Star Wars, mais ça marche aussi évidemment dans l'univers Marvel, qui appartient aussi à Disney comme Star Wars. Ces franchises-là sont un peu gérées comme des séries télé justement, c'est-à-dire que c'est des univers qui vont être dérivés, développés au fil des années, et donc le choix pour les mettre en scène, évidemment, va s'orienter vers des gens qui sont habitués à gérer des projets au long cours, qui vont parfois, dans certains cas, un peu pouvoir s'écraser par rapport aux producteurs tout-puissants. Quand J.J. Abrams, on lui confie l'épisode 7 en 2012, le PDG de Disney, Bob Iger, il lui fait « c'est un film à 4 milliards de dollars ». Sous-entendu, c'est « t'as intérêt à faire en sorte que l'investissement soit valable pour nous et pour nos actionnaires ». Qu'on soit J.J. Abrams ou Rian Johnson, quand on se retrouve aux commandes d'une franchise à 4 milliards de dollars, on ne va pas se mentir, on devient nécessairement un yes man. Et arrêtons de penser qu'Hollywood, c'est le monde des bisounours. Un blockbuster est fait pour rapporter de l'argent, et quand un producteur lâche un gros chèque, pas étonnant qu'il demande à avoir un droit de regard. Ne soyons pas naïfs. Mieux, embrassons cette idée quand on sait que sur la prélogie, George Lucas était le seul maître à bord et a donc pu librement imaginer les pires dialogues et les pires personnages sans que personne ne puisse l'en empêcher. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Ce rôle d'exécutant est d'ailleurs accepté dans une certaine mesure par le réalisateur. Voici comment Colin Trevorrow, au moment de la sortie de Jurassic World, parlait de l'implication du producteur Steven Spielberg. He was very closely involved in the screenwriting process, and we wrote the film from the ground up based on 3 ideas that he had. And one of them was to have a finished park, an open park that 20,000 people come to every day. The second was to have a man who could train the raptors and communicate with them. And the third was to have a dinosaur that was genetically modified that breaks out and threatens everyone. And based on those pillars, we wrote the film that you see. And he cares very, very much about story, and he's one of the best storytellers we have. And so he was very focused during that time, but then once we had a screenplay that he felt was as strong as we did, he stepped back. And then when we were in the editing room, later on, he came in and he watched the film several times, and we would sit and talk about ways to make it move better and to make things feel more real and more exciting. Notez donc bien 2 choses, l'idée du dinosaure génétiquement modifié qui a fait hurler les fans est en fait une idée de Spielberg, et le producteur est toujours là, en tout cas jamais très loin, pour veiller sur son investissement. Et pourtant, malgré les contraintes, les jeunes réalisateurs n'en oublient pas qu'il s'agit surtout d'une chance unique de confirmer leur valeur.
Par exemple, Gareth Edwards, on l'a connu avec son premier film Monsters, qui était donc un film de monstres, avec des monstres géants. Et on se souvient que ce film-là, qui était assez maîtrisé, il l'avait pratiquement tourné de manière assez indépendante et surtout, il en avait assuré lui-même la plupart des effets spéciaux, parfois même depuis sa chambre. Donc c'est quelqu'un qui a un don, pas seulement artistique, mais même ne serait-ce que technologique sur la gestion des effets spéciaux, qui est assez inestimable quand on fait des projets de cette ampleur-là. Des yes men certes, mais des rêveurs ambitieux et plus important encore, des fans. Et on ne se rend pas compte du fait que, comme c'est des gens relativement jeunes qui sont choisis pour mettre en scène les Star Wars, c'est des gens qui ont été souvent ados, voire certains n'étaient peut-être même pas nés au moment de la sortie du premier film. Donc c'est des gens qui ont grandi avec Star Wars. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'univers Star Wars, ça a été pendant très longtemps l'univers le plus... qui a été à la source du plus grand nombre de fan-films. Ces films qui sont faits par des fans, qui sont balancés sur YouTube, et même avant YouTube. Il y avait des conventions de fan-films Star Wars dans les années 80-90. Et mine de rien, les Star Wars qu'on voit sortir sur écran géant, ce sont des fan-films quelque part. C'est des réalisateurs qui ont vu en VHS, en laserdisc, en DVD, des dizaines de fois les films, qui ont grandi avec, qui ont des figurines chez eux, des posters sur les murs, et à qui on demande un jour « Hey, ça te dirait pas de réaliser un petit Star Wars ?» Donc, chance ou danger pour les réalisateurs, je pense que ça reste avant tout une chance, et puis le simple fait d'avoir un film Star Wars sur son CV ou sa fiche IMDb, ça fait plaisir. Et ce petit supplément de passion pourrait bien faire toute la différence. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Joe, on fait une petite pause. On fait une petite pause sur Star Wars, on y revient dans quelques instants. Sois patient. Pourquoi du coup, toi, tu bois avec ton mug Jar Jar Binks là? La classe. Je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine, Alaya, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Il est mon ami, mon maître à penser, mon amour même. Arrête mec, ça me gêne vachement. Et pour co-animer cette émission, je n'aurais pas voulu qui que ce soit d'autre que lui. Ça me fait hyper plaisir. Mais Drake n'était pas dispo, je vous présente donc Joe Hume. Bon, enfin bon, pas dispo. Le mec, il est tout le temps en tournée aussi. Il est jamais... T'appelles chez lui, il est jamais là. Jamais. Fais allô, je voudrais parler à Drake. Non, désolé, il est pas là. Bon. Après, ça ne l'empêche pas chaque mois de nous dire voilà ce qu'il faut lire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut écouter, surtout quand c'est pas encore sorti chez nous. Mais bon, quand même, c'est un peu relou au bout d'un moment. Oui, allô, Michel. Salut, ça va? C'est Michel Drucker. Non. Ouais. Oui, donc j'ai eu la prod du burger du mois. Alors, si toi, t'es toujours OK, tu peux remplacer l'autre quand tu veux. Ouais. Non, ils sont d'accord. C'est bon? Ah, bah super. J'ai trop hâte. Ah, bah oui, vivement dimanche. Hein. Allez, bisous Mimi. Bisous, à plus tard. Eh ben c'est bon, tu dégages. Alors, on parle de Star Wars là? Oui, mais d'abord un coup de cœur de notre ami Drake qui a donc profité de sa tournée japonaise pour choper Persona 5 sur PS4, le nouveau spin-off d'une série de RPG absolument culte dont chaque épisode cartonne en territoire nippon. Welcome to my velvet room. D'un côté, Persona 5 reprend une partie des éléments phares des épisodes précédents. Le jeu se déroule dans un cadre lycéen, les étudiants y affrontent des démons, métaphorisant le monde adulte, les musiques sont somptueuses, les graphismes nous plongent dans un univers comparable aux meilleures productions animées japonaises, bref, c'est mortel. D'un autre côté, on découvre quelques nouveautés dont la plus surprenante est la disparition des fameux donjons aléatoires au profit de niveaux à l'architecture prédéfinie pour des séquences encore plus retorses. Bref, Persona 5 est peut-être déjà le RPG de 2016 au Japon, mais pour qu'il obtienne le même statut dans le reste du monde, il faudra attendre avril prochain, à moins, comme Drake, de lire et parler le japonais couramment. La sortie d'un nouveau Star Wars est l'occasion de revoir les précédents films de la saga, mais pas pour tout le monde. Figure-toi que certains, en effet, n'ont jamais vu Star Wars, mais genre aucun film. Mais c'est qui? C'est les mêmes gens qui disent que Friends c'est nul. C'est qui eux? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est quoi leur réseau? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Alors, attends, oh, rassure-toi. Ils sont... Non mais moi ça me met en boule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon bref, il y en a un, il a pas vu Star Wars. C'est un mec en fait. On est allé le rencontrer, on lui a demandé pourquoi il s'en fout quoi. Pourquoi tu t'en fous mec? Là, on lui demande. Et pourquoi écrire un conducteur aussi hein? On s'en fout.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous n'avez pas vu Star Wars? J'étais vraiment très très jeune. Je me souviens de passer, la télé était allumée, c'était le moment où il y a une tempête de neige, je crois, et le héros se met dans un animal mort. Et après, on est passé à table, donc c'est tout, rien d'autre. Qu'est-ce qui ne vous attire pas, exactement? C'est un peu la même chose qu'avec Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. C'est en fait, je m'identifie pas à ces univers. J'ai besoin d'avoir un film où les gens ils ont des prénoms qui existent, où il n'y a pas un monde de dessus, un monde du dessous, la force du bien, la force du mal. J'arrive pas à m'identifier à ça. Par exemple, dans Retour vers le futur, tu peux t'identifier parce que les mecs sont habillés comme toi, sauf qu'ils ont des trucs du futur mais qui sont plausibles. Et puis dans Star Wars, de ce que j'ai cru comprendre, il y a un côté dynastie, quoi. Et ça m'intéresse pas du tout. Si je dois te résumer Star Wars, alors il y a des méchants qui habitent sur une étoile noire, qui est ronde, ce qui est pas commun pour une étoile. Et en gros, il y a Luke Skywalker qui est en kimono un peu. Il a un pote qui s'appelle Chewbacca. Oui, il a des deux robots, là. Un qui ressemble un peu à un aspirateur. Et celui qui est tout en or, et il y a Harrison Ford. Le truc est tellement partout qu'il y a plein d'éléments qu'on connaît. Sans avoir vu aucun épisode, je sais que Dark Vador, c'est le père de Luke, que le Anakin qu'on voit après, en fait, c'est Dark Vador quand il était jeune. Je sais que le personnage d'Harrison Ford s'appelle Han Solo, alors que j'en ai jamais vu un de ma vie. Est-ce qu'il arrive que vous vous sentiez différent? Il y a des gens qui pensent que je vais pas voir Star Wars pour faire le malin ou pour justement vouloir être différent. C'est pas du tout le cas, ça m'intéresse pas. Mais non, pas de. Je me sens pas comme un enfant différent. Quand même, je suis arrivé jusqu'à 37 ans sans en voir aucun, parce que ce serait pas un peu con de m'y mettre maintenant. Ouais, je pense que c'est un défi que je peux relever tranquillement. La salade, c'est la partie la plus saine du burger, et dans le burger du mois, c'est donc la pause nostalgie, celle où on remonte le temps. D'ailleurs, on va pas se mentir, j'ai jamais compris trop le rapport entre la salade et la nostalgie. Moi non plus. On a décidé ça un peu à brûle-pourpoint, mais c'est comme ça maintenant. La salade, ça nous ramène à l'adolescence, hein, la période des premiers amours. Clémence Frégé, 4e B. La période des premiers échecs. Clémence Frégé, 4e B. Ah. Bon, pas de bol. Mais bon, ça nous ramène aussi à la période de la Super Nintendo. Et ça, c'est cool, c'est les années 90. Hein, Nico, ça va? C'est encore frais, c'est un peu... C'est là, quoi, c'est douloureux. Tu veux qu'on te laisse un peu de temps? S'il te plaît. Bon, bah, on mate la salade. Merci. Ça va aller? T'inquiète pas. Il est une règle assez ancienne et pleine de véracité. Dans le jeu vidéo, les adaptations de films ou de séries sont souvent très mauvaise. Et puis, il y a eu la trilogie Star Wars sur Super Nintendo, et là, limite, on n'est pas vraiment capable d'émettre un avis, un minimum objectif sur ces jeux, puisqu'ils ont marqué notre adolescence. Édité par jadis le tout-puissant LucasArts, les Star Wars 16 bits sont tous trois sortis du même moule, celui du run and gun punitif, pour l'époque graphiquement somptueux, si vous parveniez à passer les premiers niveaux. Parce que pour être honnête, en vrai, c'était coton. Hardcore, hein, c'était voilà, hardcore, on va pas se mentir. Les jeux sortis entre 1992 et 1995 sont développés par Sculptured Software, c'est pas simple à dire, ouais, spécialisé dans les jeux de catch franchisés WWF. Ils sont également à l'origine de nombreuses adaptations, dont Robin des Bois, période Kevin Costner. Tiens d'ailleurs, cadeau pour vous autres mélomanes. I do it for you.
faire les vibes, sinon t'es pas pris par le jury. Alors ils ont également donné, Sculptured Software, naissance à un jeu culte complètement barré. Encore une adaptation des Simpsons cette fois-ci, le très chelou Bart's Nightmare, regardez. Mais revenons à Star Wars. Sculptured Software, deuxième fois d'affilée que j'y arrive, reprend donc grosso modo le modèle d'un Metal Slug, un jeu vidéo d'arcade culte de beat'em all, converti à l'univers Star Wars et poussant parfois le curseur de la difficulté à le maximum. Oui, on peut dire ça, ce qui n'empêche pas les jeux, si on s'acharne un petit peu, de réserver quelques niveaux absolument magnifiques. Bon alors, ok, on vous voit venir. Oui. Là, vous devez jouer dans la peau d'un Ewok, mais dites-vous que c'eût été bien pire, puisque quelques années plus tard, c'était de l'Ewok. Oui. Quelques années plus tard, on vous permettra d'interpréter Missa Jar Jar Binks, et ça, personne n'a envie de s'en souvenir. Personne. Alors, en contrepartie, dans ces jeux des années 90, les développeurs réalisent un fantasme caché de beaucoup de joueurs en nous permettant d'incarner la princesse Leia en bikini et d'affronter Jabba the Hutt. La trilogie Star Wars sur Super Nintendo, c'était pas une partie de plaisir, mais ça a vraiment un petit charme rétro et ça répond au moins à une question. Les jeux vidéo, on sait pas vraiment si c'était mieux avant ou pas, on peut pas se prononcer, mais une chose est sûre, c'était plus difficile. Et si vous faites partie des gens qui possèdent une Wii, ils sont dispo sur la Virtual Console de Nintendo. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai ma Wii U! J'ai toujours ma Wii U avec moi! Alors, tu fais partie des 10 personnes qui l'ont acheté et des 3 qui l'ont gardé. Exactement. Par contre, c'est pas dispo sur Wii U, c'est uniquement sur Wii. Donc tu peux la ranger. Ça sert à rien. Non. On l'aime énormément, passionnément, et on ne cessera jamais de lui dire merci. Tarama? Et en même temps, on le méprise, on le déteste, et souvent à juste titre et par sa propre faute. Tarama? Il s'agit de George Lucas, le papa de Star Wars, désormais à la retraite, mais toujours bien présent dans les mémoires et la colère des fans de Luke Skywalker. Et cette guerre entre le réalisateur et les cinéphiles, c'est le sujet de notre baston du mois dans ce burger en grande partie consacré, sorti de Rogue One oblige, à la guerre des étoiles. La relation entre George Lucas et ses fans est à la fois profondément complexe et dysfonctionnelle. Même si pendant des années, de la sortie du premier film en 1977 au milieu des années 90, tout se passa pour le mieux dans le meilleur des mondes, les fans étant même prêts à pardonner l'existence des Ewoks dans le retour du Jedi, clairement là pour séduire les enfants et vendre des poupées. Alors qu'il s'attelle à mettre sur pied la prélogie au milieu des années 90, George Lucas décide de finir son travail sur les premiers films qu'il considérait jusqu'à présent comme inachevés. Certaines scènes sont ainsi retouchées, plus ou moins discrètement, avec l'ajout de personnages secondaires visuels ou de nouvelles planètes, mais aussi, et surtout, avec de réelles modifications scénaristiques. L'épisode 4 est celui qui subit le plus de changements, alors qu'il s'agit de la base de toute l'œuvre de Lucas. Ainsi, dans la première réédition, on y voit apparaître un Jabba le Hutt en synthèse, aux côtés de Han Solo, dans une incrustation absolument dégueulasse. Une nouvelle version qui ressortira dans les salles aux côtés du Retour du Jedi et de l'Empire contre-attaque en 1997. Mais hop hop hop, Lucas ne s'arrête pas là et les amoureux de Star Wars ulcérés ne sont pas au bout de leur surprise. En 2004, nouvelle sortie en DVD de la première trilogie avec de nouveaux changements, dont un qui va rendre dingue absolument tout le monde. Dans la version originale de l'épisode 4, Han Solo, face au chasseur de primes Greedo, dégaine et tire le premier. Mais dans la version de 2004, c'est Greedo qui ouvre le feu. Ce changement fait de nombreux mécontents rassemblés derrière le slogan « Han shot first ». Certains diront que cela n'a que peu d'importance, mais ils ont tort. En effet, cela change en profondeur la nature du personnage, qui se retrouve ici en légitime défense, rendant son caractère moins ambigu et sa transition d'anti-héros à héros moins significative. Lucas, lui, ne veut rien entendre.
Cette histoire fait même l'objet d'un documentaire, The People vs George Lucas, sorti en 2010, qui raconte dans le détail toute cette querelle. Le plus triste étant sans doute que la toute première version de la première trilogie est aujourd'hui devenue introuvable. Les frites dans le burger du mois, ce sont nos objets, nos jouets que nous chérissons. Et chaque mois, c'est l'occasion d'une grande bataille entre Joe et moi. Une bataille qui a lieu sur Internet, puisque vous pouvez à chaque fois voter pour votre objet préféré. C'est très simple, c'est grâce au petit hashtag burger du mois. Et le mois dernier, eh bien Joe, je m'incline. En même temps, c'était un peu couru d'avance. Hein. C'est ton Spider Graving qui a gagné contre mon gel pour les mains. Et tu ne te tu n'arrives pas à te satisfaire de cette victoire, puisque pour ce nouveau combat, tu as ramené 3 jouets, alors que normalement, il faut en choisir qu'un. Ah non, alors attends, non, eux, je les ai ramenés juste pour le plaisir, parce que c'est une spéciale Star Wars. Alors je me suis dit, tu es en plus mélomane à tes heures perdues. Exactement. Le public appréciera. Alors, quel est ton jouet qui va... Alors, le vrai jouet de ce mois-ci, c'est Kylo Ren. C'est le nouveau grand méchant de la nouvelle saga Star Wars. Et moi, je trouve que c'est un personnage hyper réussi. Alors là, on est sur du jouet de très très haute qualité, puisque tout ce que vous voyez, c'est du vrai tissu. Ça a été cousu à la main, à l'échelle. Bah oui, désolé, Okay, il y a des mecs qui ont cousu le petit costume. Donc, c'est pas pour ça que c'est une poupée. Hein, tu vois, mais bon, on voilà. Sent que ça te tient à cœur. Il y a quelqu'un qui a un jour allé chez toi, il a joli ta poupée. Bon, là, il a son sabre tout simple qui ne s'allume pas, mais il a un autre bras en fait avec lequel vous pouvez le remplacer. Un bras qui est directement accroché à un autre sabre qui s'allume, mais là il y a beaucoup trop de lumière, donc je me suis dit que ça servait à rien. Et que vous pouvez trouver encore assez facilement dans tous les magasins de jouets un peu, voilà, genre centrés sur Star Wars et les comics et tout ça, ou encore sur Internet, tout simplement. C'est un peu déchiré là. Tu veux voir le mien? C'est normal. Oui, c'est le casque de Dark Vador. Tana, 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 tana. On dirait de la glace à la vanille. Alors, c'est pas touche pas. Ça a pris 2 bonnes heures pour le faire. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, bah non. C'est un Jenga Angry Birds Star Wars. Ils ont créé le Star Wars Angry Birds, c'est-à-dire là, tu as ton petit Angry Birds Luke Skywalker, puisqu'il est blond. Voilà, oui. Ça suffit. D'accord. Et ensuite, il suffit de faire avec... Attention, t'es prêt? Ouais. C'est pas simple. Oh! Voilà. Mais c'est trop bien! Et c'est super sympa. Et alors, ça coûte vraiment pas cher, je me souviens même plus du prix. Et ça se mange ça pas, doit ça, être du 15 €. Ça ne se mange pas, mais ça se joue, je dirais même plus, ça se vit. Alors n'hésitez pas à voter, hashtag burger du mois, ça apparaît là encore, on le remet. Vous votez donc sur Twitter, soit pour le Kylo Ren de Joe Hume, soit pour le Jenga Angry Birds Star Wars de moi. C'est le Faucon Millennium. C'est pas. C'est en effet le Faucon Millennium en petit machin truc. N'hésitez pas, vous faites le bon choix, on compte sur vous. Bon, votez pour moi, Votez. mais son truc est vraiment cool. Mais votez quand même pour moi. Le burger du mois est presque terminé. On s'apprête à déguster le burger de Dark Vador pour bien finir cette émission en grande partie consacrée à Star Wars. Mais on ne peut pas se quitter. Attends. On ne peut pas se quitter sans le petit drapeau. Ah oui, c'est vrai. Un burger n'est pas complet sans le petit drapeau. Et dans cette émission, le petit drapeau, c'est ce dont on espère vous parler le mois prochain. On se quitte donc là-dessus. Bon appétit, Joe. MCM, je suis ton père. Bon app. Le mois prochain, on espère vous parler d'un jeu si Joe se remet de la crise cardiaque qu'il lui a procurée. Ce jeu, c'est Resident Evil 7. De gros changements pour ce nouvel épisode, avec une vue qui bascule à la première personne, un rythme qui semble délaisser l'action au profit de l'ambiance et un vrai retour au concept même du survival horror. Une chose est certaine, en réalité virtuelle, la flip a l'air d'être au rendez-vous, et ça, on l'attend depuis Resident Evil 4. Rendez-vous le 24 janvier. Ne cessera jamais de lui dire merci pour tout. Le Tarama?
C'est pas ça? On ne cessera jamais de lui dire merci. Le Tarama? C'est pas ça.